regarder la révolution tunisienne avec l'idée que le changement doit devenir de par le monde. Les mentalités doivent changer, je vous le promets. Les paradigmes doivent changer. Notre relation à l'autre doit changer. Notre relation avec le monde, avec l'animal, avec la mer, avec le ciel, doit changer. C'est en cela que la révolution tunisienne est intéressante. Et je ne crois pas que le Tunisien aujourd'hui, ça lui dit quelque chose, droite, gauche, si, centre. Quand même, on va avoir des élections le 23. Non, attendez, ils ont commencé par la constituante, c'est-à-dire une base d'une constitution qui met la parité homme-femme, tout de suite, d'entrée de jeu, les hommes et les femmes à égalité. C'est des rêves. Et de ce rêve, on retiendra sûrement quelque chose. Mais en tout cas, moi je rêve avec eux. Et j'aimerais rêver avec vous. Parce que si cette révolution, elle a atteint une dimension universelle d'un pays qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de grandes universités, on a 2 ou 3 petites universités. Nous avons des génies sur place. Le génie de l'humanisme en Tunisie. Les Tunisiens sont passion. C'est des peuples qui ont reçu plein de peuples, qui les ont envahis et qui sont repartis par la suite parce qu'il n'y avait plus rien à prendre. Il y a même ceux qui se sont assimilés aux Tunisiens, c'est-à-dire qu'il est venu comme envahisseur et après il est devenu patriote tunisien. C'est-à-dire qu'il revendique qu'aujourd'hui, il a complètement rayé de sa mémoire collective qu'il était venu avec des fusils. Et il est devenu quelqu'un qui dit « Ah, ce pays, c'est le mien ». Et il se l'est approprié et il fait partie de la société tunisienne. La Tunisie, elle a ce caractère, elle a amené Carthage, elle a amené Élissa, Didon, elle a amené plein de civilisations, et les guerres n'ont jamais été meurtrières. Il n'y a pas eu beaucoup d'effusion de sang. On s'arrange avec les Tunisiens, on négocie. Un pays de jasmin, un homme met un jasmin, une fleur dans sa tête. C'est pas un Maori, mais c'est un Tunisien. Je ne crois pas d'ailleurs, moi, que ce soit la bonne approche là, que tu as pour le coup, parce que chaque nation a son génie, mais c'est une affaire d'humanité, là. C'est de l'humanisme. Si on peut faire... Moi, je ferais, au risque de me tromper, ce ne serait pas grave pour moi, ce serait grave pour les Tunisiens si je me trompais. Moi, je ferais le pari que ça va réussir parce qu'il y a la contrainte de l'humanité. Si ça ne reposait que sur un mouvement tunisien, je serais très inquiet. La force pure, la force politique, la répression, elle peut toujours avoir le dessus. Il suffit de tirer, de mitrailler les gens. Donc c'est assez simple finalement. Ce qui devient compliqué, c'est quand il y a ce regard de l'humanité qui juge ça inadmissible. Et ça décuple bien sûr le courage, mais la force aussi des personnes qui demandent la liberté. Ce que je crois, c'est que plus on inscrira ce mouvement dans l'histoire de l'humanité, plus il sera fort. Et plus il aura de chances de durer, de se déployer. Plus il sera présenté comme un mouvement singulier, plus il sera exposé à une réaction. Et la deuxième raison qui fait que je pense que ça va durer et réussir, même si ça ne sera pas simple, mais rien de grand n'est simple de toute façon, la deuxième raison est que je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui dissocier la globalisation et ce qu'elle apporte de croissance et de richesse. Elle apporte des problèmes, on le sait, mais là, j'ai en tête la croissance et les richesses. Il y a une croissance planétaire de 4% par an en ce moment. On ne peut pas profiter de ça quand on est une nation qui a besoin de s'enrichir et ne pas prendre tout le reste, c'est-à-dire l'inscription dans la globalité, précisément. Vous pouvez pas prendre la croissance et pas Twitter et Facebook. Les Chinois font un peu ça, ils font un peu ça, mais quand on va en Chine, on s'aperçoit qu'ils font aussi à leur manière un autre usage de leur système intranet. Je ne peux pas en parler, ce n'est pas le sujet, mais sauf si on le souhaite, mais ils font vraiment quelque chose de très particulier et qui s'apparente assez largement à des mouvements de ce type de nature progressive. Avec la fondation dont j'ai la charge, on a fait une enquête sur les jeunes de 16-29 ans. On en a interrogé 32 000 dans 25 pays, dont la Chine, 16-29 ans. C'est en Chine que l'on vous dit avec le plus de force dans ces générations-là que la liberté est la grande valeur de l'existence. Il y a deux questions, je pense, qui se ressemblent sur la Tunisie. Pourquoi on revient sur le timing un peu du printemps arabe et puis l'évolution de la Tunisie, Kamel. Est-ce que on va vers quelque chose de démocratique, de positif, de stable, de pérenne? Je crois que pour l'avenir politique, on attend toujours, dans le sens où aujourd'hui, on a 116 partis qui s'est déclaré et qui œuvrent en Tunisie.
Donc, dans les 116, il ne faut pas être étonné. Donc, je pense qu'à chaque révolution, il y a eu toujours une explosion de temps de partis. C'est le cas en Espagne. Je crois qu'ils ont dépassé de loin les 116. Donc, on attend toujours, sachant que ces différents partis prêchent, j'allais dire, presque pour la même chose, avec un programme, comment dirais-je, qui va donner de l'espoir. Donc, mais le vrai test serait vraiment après le 23 octobre et comment ils vont mettre en musique toutes ces choses-là. Je reviens sur le point social. L'apprentissage de la démocratie, je pense que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre du temps, le temps que les gens aussi s'habituent à rentrer dans un isoloir pour pouvoir choisir et mettre le... On revient à l'histoire Voilà. des urnes, qui vont servir à quelque Non, chose. Quel est, quand on est un spécialiste des relations internationales, qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui de l'attitude qu'ont les Occidentaux face à ce qui se passe en Syrie? Est-ce qu'on a un moyen de peser et d'arbitrer sur ce conflit? Tu disais tout à l'heure, en discutant, en préparant le débat, on pouvait aller en Libye. On est intervenu en Libye parce qu'on pouvait. On ne peut pas aller en Syrie parce qu'on ne peut pas, tout simplement. Pourquoi? On ne peut pas politiquement et on ne peut pas militairement, et j'allais dire malheureusement dans les deux cas. Bon, politiquement, on en a eu la preuve, on n'ose pas dire éclatante, l'autre jour au Conseil de sécurité. Double veto russe et chinois, ce qu'on n'a pas vu depuis quelques dizaines d'années. Un refus de voter en faveur de la résolution qu'il faut bien appeler occidentale par le Brésil, par l'Afrique du Sud, par l'Inde, trois grands pays démocratiques, Voilà, tous des pays émergents. et le Liban. Et le Liban, on comprend la réelle politique. C'est dans le journal, ça. C'est dans le journal, on le lit dans le journal, ça. Autrement dit, agir par la voie des armes n'aurait aucune légitimité internationale dans ces circonstances. En Libye, on avait un mandat assez clair du Conseil de sécurité des Nations Unies qui impliquait le recours à la force. Là, nous avons exactement le contraire. Le monde dans lequel vivent les pays occidentaux est un monde qui n'accepte pas le droit d'ingérence comme mode opératoire dans les relations internationales. Les Indiens ou les Brésiliens n'ont pas refusé d'adopter la résolution parce qu'ils aiment Bachar, bien sûr que non, ils le détestent. Ils voudraient le voir partir à la sortie aussi vite que nous. Mais ils voulaient marquer le coup en disant « Écoutez, vous nous avez eu avec la Libye, vous ne nous aurez pas une deuxième fois. » Vous nous avez eu en quel sens, François? Dans le Vous sens, nous avez eu dans quel sens? Dans le sens où nous sommes intervenus avec un mandat, mais Qui devait être limité. qui, et, du voilà. point de vue des pays concernés, a été outrepassé dans l'exécution. Et effectivement, ça se discute. Je veux dire, c'est pas le moins que l'on puisse dire, c'est que dans leur dossier, il y a plus que quelques arguments. Et alors, au plan militaire, proprement dit, j'allais dire au plan technique, cette région, contrairement à la Libye, c'est la poudrière du Moyen-Orient. L'armée turque, l'armée iranienne, l'armée israélienne, voilà les armées puissantes de la région. Et intervenir dans cette poudrière-là serait quelque chose de totalement irresponsable. Une résolution des Nations Unies condamnant les faits en Syrie aurait eu du poids même si elle n'aboutissait pas à une intervention. Le double veto de la Russie et de la Chine ont abouti à une chose, c'est que la répression a repris de plus belle. Il y a un des leaders kurdes qui a été assassiné, le nombre de morts depuis vendredi dernier ne fait que croître, et donc là on voit une part de responsabilité qui est portée. Mais on sait aussi que la Chine et la Russie, ce sont deux pays qui ont profondément peur et qui ne veulent pas qu'on intervienne chez eux. On connaît la situation du Caucase et tout ce qui s'est passé en Tchétchénie et qui maintenant s'étend aux autres contrées du Caucase du Nord avec les craintes de la Russie, que ce soit Poutine ou Medvedev. On sait combien la Chine, après justement Tiananmen, d'ailleurs on le voit à chaque fois, elle s'oppose systématiquement à des interventions. Mais le message qui est envoyé là, c'est un message à double niveau. Et clairement, aujourd'hui, on est dans les crimes contre l'humanité par rapport à ce qui se passe en Syrie. Il n'y a pas de saisie de la Cour pénale internationale, il n'y a rien. C'est-à-dire que entre tout le... Je veux dire, au niveau de la Libye, c'est vrai qu'on a commencé avec la saisie de la Cour pénale internationale.
unanime au niveau du Conseil de sécurité. On n'avait jamais vu ça. Derrière, effectivement, il y a eu les tractations sur la zone d'exclusion, etc. Mais là, la CPI, niet. C'est-à-dire que on est en train de museler tout cela. C'est des rapports de force. On est vraiment dans de la géopolitique. Et ceux qui en payent le prix, ce sont les Syriens. Quel poids a l'éducation qu'il y a dans ces pays, l'éducation pour les jeunes, par rapport à la structuration et l'avenir possible de ces révolutions? Aujourd'hui, depuis quelques années plus tôt, tout ce qui est éducation, enseignement, ce système n'est plus du tout en adéquation avec les besoins du marché. C'est ce qui explique aujourd'hui le taux de chômage considérable là, avec les gens qui sortent avec une maîtrise, avec des bac plus 4, bac plus 2 et bac plus 3. Donc certainement, on doit avoir une autre orientation. Peut-être c'est le chemin à suivre, que ce soit de l'Allemagne et maintenant qui commence à émerger ici en France, de miser sur l'apprentissage. Sur l'éducation, je trouve que c'est un sujet très important. Et donc, à coup sûr, ça passe par l'éducation. On sait, moi j'ai appris dans les livres et dans la presse que la Tunisie avait un bon système éducatif, François le rappelait tout à l'heure. Donc ça c'est un atout majeur, parce que c'est vraiment quelque chose qui va structurer une société, qui la rendra plus forte pour affronter tous les défis qu'une telle révolution, bien sûr, fait surgir, et tirer profit des opportunités, ça c'est tout à fait important. Mais je voudrais ajouter un point. Il me semble qu'il faut que des deux côtés de la Méditerranée, on bâtisse des programmes éducatifs. Il y a des programmes éducatifs, hein, mais il faudrait qu'on bâtisse des programmes éducatifs méditerranéens, euro-méditerranéens, hein, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus imbriqués, beaucoup plus tôt, et que nous ayons la possibilité de fabriquer une espèce d'éducation commune. C'est une zone qui est la nôtre. On vit ensemble. Il y a des événements historiques majeurs qui se font jour. Il faut les accueillir par l'éducation, mais aussi par une éducation commune, qui peut, à mon avis, assez vite fabriquer les femmes et les hommes qui, demain, auront pour habitude de vivre ensemble, de travailler ensemble, d'échanger dans cet univers commun. Et si tout à l'heure l'occasion m'en est donnée, je ne veux pas être plus long pour laisser d'autres s'exprimer, mais je dirais aussi un mot sur la question de l'immigration. Mais je pense que l'éducation est un sujet majeur pour chacun des pays, même pour nous en France. On pourrait en parler, c'est pas le sujet, mais on pourrait en parler. Le système français est très malade, donc il faudrait, ça sera, j'espère, un de nos grands sujets de discussion pour la présidentielle, parce qu'il y a beaucoup à dire et à faire. Mais profitons-en pour essayer de bâtir aussi un système commun.